Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix sur ceux qui suivent la guidée, paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur ses compagnons, ses amis, sa famille, ainsi que sur tous ceux qui le suivront de bonne foi jusqu'au jour du jugement. Alors aujourd'hui, le sujet qui va être évoqué s'agit de la femme, ce que je pense des femmes. J'en fais un audio parce que je réalise que des phrases un peu expéditives sur Facebook peuvent prêter à confusion, alors que c'est un sujet extrêmement vaste, mais je vais résumer à l'extrême de façon à aller au cœur du sujet et ne pas trop m'attarder sur les détails. Alors, tout d'abord, comme vous le savez, chaque fois que je m'attarde sur un sujet, j'essaye d'aller en profondeur. Quand on dit « Qu'est-ce que tu penses des femmes ?», c'est compliqué de répondre brièvement. Pourquoi ? Parce que si on prend une femme, une seule et unique femme, elle a plusieurs femmes en elle. Il y a la jeune fille, il y a la copine, il y a l'épouse et il y a la maman. Donc en fait, une femme, ça regroupe beaucoup de personnages en un. D'où le fait que nous, les hommes, on est toujours un petit peu bousculés de découvrir en fait que dans une femme, il se cache plusieurs femmes. Alors, je précise dès le début, comme ça on va pas mal se comprendre, que tout ceci est basé sur mon expérience. Pour rappel, pendant les 20 premières années de ma vie, je n'étais pas musulman, donc j'ai connu pas mal de femmes. J'ai connu une maman, une belle-mère, des grands-mères, des tantes, des cousines, et puis des épouses, puisque j'ai été marié 3 fois et j'ai eu 6 enfants de 3 femmes différentes. Donc j'ai quand même un petit panel devant moi pour tirer certaines conclusions. Après, évidemment, il y a toujours des exceptions, il y a toujours des gens plus ceci ou plus cela. Je m'en tiens à ce que j'ai pu observer, à ce que j'ai pu lire, aux témoignages, aux discussions dans les forums, genre au féminin.com, etc., pour dire ce que j'ai à dire. Alors, par où commencer? C'est ça le problème. Première chose que je voudrais dire, c'est que en général, moi, quand j'étais au lycée, et dont je n'étais pas musulman, j'avais essentiellement des amies femmes. Pourquoi? Parce que j'étais plus mature, plus intelligente, plus profonde, plus intéressante. Pour moi, qui était, pour diverses raisons, dont le fait, comme vous le savez, que j'étais HPE, etc., j'étais en décalage avec les garçons qui ne parlaient que de football et de choses de leur âge. Et donc, avec les femmes, j'avais des discussions beaucoup plus profondes, intéressantes, psychologiquement plus fines. Donc, ce que je peux dire, c'est que la femme, en tant qu'amie, en tant que confidente, en tant que partenaire de discussion, est souvent un être extrêmement intéressant. Pourquoi je dis ami? Parce que ça signifie que ses émotions ne sont pas impliquées, puisque c'est de l'amitié. Moi, je rappelle évidemment, on sait l'islam, mais je parle en général parce qu'il y a des non-musulmans qui m'écoutent, donc ça les concerne. Nous connaissons bien les règles qui régissent la vie du musulman, c'est différent, mais je m'en tiens à des concepts généraux parce que de toute façon, les musulmans et les musulmanes qui vivent en Occident vont dans des écoles mixtes et fréquentent, vouloir ou pas, des femmes, etc. Donc ça les concerne indirectement. Donc voilà, tant que les émotions de la femme ne sont pas visées, impliquées, on a en face de soi une personne très intéressante, très fine, très mature et plus pragmatique que les garçons en général. Ensuite, il y a la question on va dire, des épouses ou des copines ou des compagnes, etc. Là, on passe déjà à autre chose. C'est-à-dire que les sentiments sont impliqués. Donc, il y a le souci de possession, il y a le souci de qu'est-ce qu'il fait en mon absence. Il y a toute une série de questions qui émergent, qui n'existent pas dans les amitiés. Et là, il y a déjà une transformation, c'est-à-dire que une femme
très douce, très marrante, très neutre, devient soudainement beaucoup plus euh, soupe au lait, comme on dit, ou euh, nerveuse, etc. Parce qu'il y a tout ce souci de euh, mon homme, il est à moi, etc., etc. Et ensuite, il y a la dernière étape qui est l'épouse qui devient maman. À ce moment-là, c'est un très très grand virage parce que pour des questions génétiques, à mon avis, euh, l'homme devient en fait est perçu tout à fait différemment. C'est-à-dire qu'il n'est plus jugé sur la personne qu'il est, sur son intelligence, sur ses talents, sur ses dons. Il est jugé sur la faculté de sécurisation qu'il peut apporter. Et c'est là qu'on veut un homme stable, fiable, fidèle, euh, ponctuel, présent, impliqué, etc., etc. Parce qu'il y a toute cette notion, voilà, on s'est bien amusé, t'es sympa, t'es intelligent, on s'est aimé, on a fait les fous, on a vécu plein de trucs. Maintenant, passons aux choses sérieuses. Nous avons une descendance à élever, à sécuriser, à encadrer. Et donc, voilà. Maintenant, passons à autre chose. Et tout ceci est est extrêmement normal, puisque le, le, le but, le but, c'est la descendance, quelque part. Et donc, tout est fait en fonction de ça. Euh, c'est pour ça que j'ai toujours dit, contrairement à ce qu'on peut dire dans les feuilletons, dans les débats un peu superficiels, l'amour, l'amour est beaucoup plus une affaire d'homme qu'une affaire de femme. La femme éprouve une attirance pour un homme, elle s'y attache et elle mise sur lui pour sa stabilité et la sécurité de ses enfants. C'est l'homme qui est beaucoup plus dans le passionnel, dans le côté, vous savez, Roméo et Juliette, je vais avec la rose entre les dents, en dessous du balcon, je supplie, je ne dors plus, je suis jaloux, je la surveille, pas parce que on estime que c'est notre possession et qu'elle va être, elle est la mère de nos enfants, etc., mais plus parce que les sentiments sont engagés. Et ça, c'est un paramètre, je sais que je dévie un peu du sujet, mais je vais y revenir, c'est un paramètre qu'il faut beaucoup tenir en compte, la différence qu'il y a dans la conceptualisation de ce qu'est l'amour pour un homme ou pour une femme. C'est déjà le premier malentendu qu'il faut clarifier pour comprendre. Alors, pour revenir au sujet, parce que le sujet, c'est pas le mariage, j'en ai déjà assez parlé, c'est plutôt la femme en elle-même. Moi, j'ai des convictions. Voilà. Des convictions qui sont parfois politiquement incorrectes, parfois qui peuvent choquer. Moi, mon problème n'est pas là, hein. Mon problème est plutôt d'exprimer ce que je pense, ce que je ressens. Alors, sauf exception rarissime que je n'ai pas été amené à rencontrer, donc je ne connais pas, euh, l'intelligence à la façon dont l'homme la conçoit, c'est-à-dire curiosité, analyse, prospection, décortication d'un sujet, etc. Pour moi, sur toutes ces questions-là, la femme est inférieure, clairement à l'homme, inférieure dans le sens que elle est paramétrée, elle est programmée pour être performante dans d'autres sujets, dans d'autres. Voilà pourquoi c'est toujours un peu injuste de dire oui, elles sont moins intelligentes. Oui, mais on parle de quoi? D'où il faut préciser. Elles sont moins intelligentes à la façon dont l'homme conçoit l'intelligence. En effet, souvent on remarque, je n'invente rien, ça a été dit par plein de monde avant moi, que dans le domaine des créations, des inventions, de l'imagination, etc., etc., il y a toute une série de secteurs où la femme est moins performante, pour plein de raisons liées à sa nature. Alors, aujourd'hui, c'est un peu à la mode d'être dans des analyses très clichés. Et soit on est misogyne, soit on est féministe, etc., etc. Moi, comme vous le savez, je n'aime pas les choses un peu réductrices et donc souvent fausses. Et donc, ce que je voudrais simplement dire, c'est que
comme je l'ai déjà écrit, euh, l'amour que l'homme attend, l'amour que l'homme espère, est un amour qui ne peut être donné que par une mère. Si un homme ne comprend pas qu'une femme, qui n'est pas sa mère, est incapable de lui donner cet amour-là, il va passer de désillusion en désillusion, il sera inévitablement infidèle ou frustré, et il passera sa vie à changer, à se sentir quelque part inassouvi, etc., etc. C'est déjà le premier mythe qu'il faut enlever de son esprit. Une épouse n'est pas une mère. Elle est la mère de votre fils, mais elle n'est pas votre mère à vous. Donc, tout ce qui est de l'ordre de la compassion, de la, du pardon, de la tendresse, de la patience, ne sera jamais, jamais équivalent à ce qu'une femme peut donner à un enfant. Parce qu'elle est programmée, je répète, pour ça. Elle n'est pas programmée pour autre chose. Mais je voudrais, quelque chose que j'ai oublié de dire, que j'aurais dû dire depuis le début. Il faut pas oublier une chose, c'est que ce que la femme est devenue, elle l'est devenue parce que le monde a changé. Elle n'est pas comme ça à la base. Je vous rappelle, je vous l'avais déjà dit dans un autre audio, mais je le rappelle, l'histoire d'avoir un mari pendant 15, 20, 30, 40 ans, qui est beaucoup à la maison, etc., est une histoire très nouvelle, très récente dans l'histoire. Avant, d'abord, on mourait beaucoup plus jeune. Je vous rappelle que en islam, par exemple, on dit ben, à 40 ans, tu es plus ou moins les premiers cheveux blancs, l'âge de la sagesse. Et à 60 ans, prépare tes valises, prépare ton départ vers l'autre monde. Aujourd'hui, il n'est pas rare de voir des gens qui vivent jusqu'à 75, 80, 85 ans et plus. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est le fait que les hommes ne partent plus à la guerre, enfin, sauf dans les endroits de conflit, bien sûr. Les hommes ne partent plus à la guerre, les hommes ne partent plus dans des caravanes commerciales pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois pour des raisons de commerce, etc. Au pire, un homme fait un voyage d'affaires d'une semaine et puis il rentre chez lui. Ensuite, pour nous les musulmans en tout cas, l'homme n'a plus 4 épouses, ce qui signifiait qu'une femme le voyait une fois tous les 4 jours. La majorité écrasante, 99,9% des musulmans, voient tous les jours leur femme ou passent toute leur journée avec leur femme. Tout ça, tout ça explique pourquoi la femme en fait se retrouve dans une situation où elle est mal à l'aise. Elle est mal à l'aise parce que la femme, à nouveau, elle est programmée pour prendre le petit sous le bras, aller à la porte, lui dire au revoir à papa. Il part en voyage, il part à la guerre, il part quelque part. Et puis attendre son homme, recevoir des lettres, avoir des nouvelles, etc., des coups de téléphone ou que sais-je, et l'attendre son retour. Pendant ce temps-là, elle garde ses biens, sa maison, ses secrets, son argent, etc. Et en général, sauf exception, elle lui est fidèle et elle attend, pour peu qu'il y ait de l'amour et de la satisfaction sexuelle, bien entendu. Aujourd'hui, on voit son mari sur console de jeu, on voit son mari sur Internet, on voit son mari à la télévision, on voit son mari devant un match de foot. Au mieux, ben, il fait l'aller-retour à la mosquée. Et donc, quelque part, c'est pas ne pas aimer son mari, c'est la question que quelque part, l'homme devient un petit peu un fardeau. Parce qu'on le voit trop, parce qu'on ne l'espère plus, parce qu'on le voit dans des situations pas très héroïques, affalé sur un canapé, ou traînant en chancla, etc. Et donc, il y a un petit peu ce mythe du héros, guerrier, voyageur qui s'effondre. Et ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup parce qu'à ce moment-là, la femme perd un peu le respect, perd la politesse, perd l'admiration. Et je ne vais pas dire l'amour parce que je considère qu'une femme ne peut pas donner de l'amour à un homme. Mais en tout cas, le désir de plaire à son mari s'évanouit petit à petit. Alors évidemment, l'homme qui espère toujours des miracles, espère qu'il peut traîner à la maison, ne pas avoir l'air héroïque,
avoir à manger les pieds sous la table, avec madame à disposition pour coucher quand il a besoin, etc. Et puis, ben, ça finit mal parce que voilà, il y a les enfants, on est fatigué, les gens ne sont plus éduqués comme avant à avoir des enfants, donc même avec un ou deux, on est complètement dépassé, crevé. Vous rajoutez à ça les indispositions et compagnie, et vous vous retrouvez devant deux ennemis sous un même toit. Voilà pourquoi, quand on me demande de parler des hommes et des femmes, etc., je ne peux pas faire autrement que parler, comme je vous l'avais dit dans l'audio précédent, quand on parle des gens dans le rap, qui dévient, qui enlèvent le voile, machin, on ne peut pas faire l'économie de parler dans quel milieu ils vivent, de quelle façon ils vivent. Il est clair qu'un couple où l'homme part, il va à Dubaï, il fait de l'import-export, il revient le week-end, la semaine il voyage, l'argent coule à flot, ce couple va être très solide parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a de la rareté, etc. Et donc, la femme va voir son mari comme un héros, va le voir comme un voyageur, va le voir comme un chasseur qui ramène la proie à la maison. C'est qu'elle ne voit pas avec un homme qui est au RSA ou qui travaille de nuit, puis la journée il dort, et puis il est en jogging, et puis il dit qu'est-ce qu'il y a à manger? Ah, la harira est trop salée, ah, la shorba est trop froide. Bon. Et voilà pourquoi la femme, elle est devenue ce qu'elle est devenue, parce que le mode de vie dans lequel on est ne correspond pas à notre génétique. Je vous l'ai souvent dit, et c'est la clé de cette histoire. Et je rappelle, c'est quoi la génétique? C'est que nous tous, qu'on soit au Maroc, en Algérie, en Belgique, au Canada, en France, nous avons notre puberté à 12-13 ans, en moyenne. Et à 12-13 ans, donc, on voit le monde différemment et notre vision de la femme ou de l'homme change. Et ça, c'est un paramètre. Et en face, il y a la vie. La vie, c'est qu'on est à l'école jusqu'à 23-24 ans. La vie, c'est jusqu'à 30 ans, on n'a souvent pas les moyens de fêter le mariage, les invités, la bouffe, le DJ, compagnie. Et on repousse, on repousse, on repousse le fait d'avoir un enfant, puisque pour avoir un enfant, il faut se marier, il faut avoir un logement, il faut avoir les moyens. Et donc, on a des enfants, dans le meilleur des cas, entre 30 et 35 ans. Donc tout ceci déforme les choses parce que nous ne sommes pas programmés pour ça. Donc si vous voulez, on est un petit peu comme des handicapés qui veulent courir le 100 mètres avec Usain Bolt. C'est pas possible. Nous sommes en chaise roulante, nous sommes avec des cannes, avec des comment on appelle, des choses pour nous soutenir. Et vous rajoutez en plus à ça l'islam, ses règles, ses contraintes, ses interdits, etc. Vous imaginez à quel point c'est compliqué, surtout pour des musulmans qui sont éduqués à l'occidental, qui vont dans des écoles occidentales, qui connaissent la mixité depuis leur puberté, etc., etc. Vous avez le tableau. Alors évidemment, c'est facile de dire la femme ceci, la femme cela, elle est trop ceci, ou même machin, elle me respecte pas, elle élève la voix, elle m'humilie, elle me rabaisse, elle m'obéit pas, tatati, tatata. On divorce, elle était se plaindre chez ses parents, il y a un avocat, on dit que je suis violent, enfin bon, tout ce qu'on entend. Mais oui, c'est pas très étonnant. C'est pas très étonnant. Je veux dire, on peut pas gagner une course en chaise à roulettes. Donc, le problème, en fait, à un moment donné, c'est de dire, les femmes et les hommes ont été conçus à la base pour se marier jeune, avoir des enfants jeunes, euh, se contenter de peu, vivre avec les moyens du bord, etc. Et n'ont pas été conçus pour étudier jusqu'à 23-24 ans, avoir un enfant passé 30 ans, vivre jusqu'à 90 ans dans des homes pour vieux. Non, les gens d'avant, ils mouraient de maladie, ils mouraient à la guerre. Les gens restaient mariés 2, 3, 4, 5 ans, puis il se passait quelque chose. On divorçait, on se remariait le lendemain. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit, hein, une femme, elle le sait très bien, d'où son acharnement à prendre son temps pour choisir
et à être une vraie tigresse avec son mari, c'est qu'une femme sait, elle sait très bien, mieux que nous les hommes, elle sait très bien qu'une fois qu'elle a deux, trois enfants et qu'elle a plus de 35 ans, elle aura beaucoup, beaucoup de mal à refaire sa vie. Pas toujours à cause des hommes qui n'acceptent pas. Il y en a, mais c'est rare, mais il y en a. Mais surtout parce qu'elle mesure la dangerosité de la situation. Elle mesure le beau-père avec ma fille, elle a un père, la jalousie, les soupçons qui pourraient éventuellement être trop autoritaire avec ses enfants, donc elle va prendre parti de ses enfants, ça va les déstabiliser, et donc en général elle dit, tu sais quoi, quand mes enfants seront grands, on verra, et elles s'inscrivent sur Inch'Allah.com à 45 ans, quand les enfants ont 18 ans, et elles partent à la chasse à ce moment-là. Et ceci vous explique cela, le succès des sites de rencontres, le nombre de divorces, les incompréhensions, les violences verbales ou physiques entre hommes et femmes, etc., etc. Bien sûr, moi en tant qu'homme, je suis le premier à souligner les multiples défauts, manquements qu'on peut rencontrer chez les femmes. Mais est-ce que de nouveau, la justice ne serait pas de plutôt désigner le mode de vie et la société dans laquelle on vit? C'est toujours le même discours, je l'ai tenu dans le dernier audio. Et ça, évidemment, on veut faire semblant de rien. Vous avez tous nos prédicateurs, malheureusement, qui tiennent des discours complètement décalés. Oui, vous êtes une couverture l'un pour l'autre. Une femme n'élève pas la voix sur son mari. L'homme assure le toit et l'habillement de sa femme. Des choses d'un autre temps. Parce qu'une femme vous dit, s'il n'y a plus mon mari, le RSA me donne mon toit et mes vêtements, il n'est pas indispensable, il est remplaçable par l'État. Voilà, il faut avoir un discours sérieux à un moment donné parce que sinon, on mène les gens en bateau et puis ils se plantent, et ils sont dégoûtés et ils lâchent tout. Donc il vaut mieux être lucide sur la situation. Alors pourquoi je dis ça? Dans le but d'être dégoûté, que vous ne vous mariez pas, que vous soyez déprimé? Mais évidemment non. Je dis tout ça dans le but que vous soyez prévenus, vous, hommes et femmes, des problèmes que vous allez rencontrer. Et d'anticiper. Ça veut dire ça veut dire que si l'homme ne travaille pas, il doit essayer de sortir, d'essayer d'avoir des activités, il doit essayer d'être pas trop à la maison. La femme, si pour une raison ou une autre, l'homme est un peu trop à la maison, essayez de peut-être vous-même ne pas être tout le temps autour de lui pour ne pas vous asphyxier l'un l'autre. Enfin, chacun sa soupe, comme on dit, et c'est à chacun de trouver des solutions, des méthodes, une façon de soigner sa situation. Mais le tableau, il est là. Le tableau, il est là. On se marie tard, on a une puberté qui est toujours au même âge qu'à l'époque. Ça n'a pas changé. On a des enfants encore plus tard. Il y a des besoins financiers plus importants. On ne se contente pas de peu comme avant. Il y a des mariages de longue durée. Avant, on mourait, etc. Maladie, guerre. Il y a toute une série de paramètres dont il faut tenir compte. D'où le fait que j'ai souvent dit que, idéalement, il faut, si on a tout ça en tête, il faut essayer d'épouser ce que moi j'appelle une amie. Ça veut dire quelqu'un qui, si elle serait un homme, pourrait être quelqu'un avec qui vous aimez discuter, partager des choses. Après, il y a tout le reste, bien sûr, hein, la piété, le physique, bon, on est d'accord. Mais il y a cet aspect-là, parce que comme on est tellement ensemble, comme on doit tellement se supporter, il faut à un moment donné qu'il y ait un peu autre chose que ces beaux yeux et les enfants, parce que ça ne suffira pas. Il faut des passerelles communes. Et pour avoir des passerelles communes, inévitablement, il faut quand même un certain niveau culturel commun. Se comprendre, rire des mêmes choses. C'est pas quand l'un fait une blague, l'autre est vexé. Mais non, j'ai pas voulu te vexer, c'était pour rire. Vous savez, ça c'est pas question de pays, c'est question de classe sociale. Les gens des banlieues, les gens de HLM, etc., ont une vision des choses. Parfois, ils utilisent des mots lourds. T'es relou, tu saoules, je sais pas quoi. Pour eux, c'est pas grave. Mais pour quelqu'un d'un autre milieu, tu lui dis t'es relou, tu saoules, tu me gaves, il est blessé. Il se sent humilié. Donc,
Il faut tenir compte de ça. Ça, je vous dis, il faut pas s'arrêter aux beaux yeux, aux beaux muscles, aux belles coiffures. Il faut voir tout le reste. Voilà, je voulais pas me faire long. Je voulais un petit peu synthétiser certaines choses parce que je peux pas le faire à l'écrit sur Facebook, ça prendrait un temps fou. Pour bien préciser ma pensée sur le sujet. À très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.